Ok, mardi 14 octobre. Oui, c'est bien ça, en ce 15e jour du procès jubilaire. 7 des 9 avocats des parties civiles développent leur vision du dossier devant la cour. Dans l'ordre, nous aurons donc les plaidoiries de Maître Akori qui représente Anne, une amie de Delphine, Maître Rongier pour Emmeline, une autre amie, Maître Valla pour Nadine Jubilard, Maître Pressec pour Lolita, la cousine de Delphine, Maître Pressec pour Lolita, la cousine de Delphine, Maître Batchik pour l'oncle et la tante de Delphine, et Maître Nakache et Maître de Cône pour les frères et la sœur de Delphine. Maître Akori va ouvrir le bal. La discrétion, donc celle qui parle, Maître Akori. La discrétion, je vais vous faire une confidence, je ne suis pas discrète, mais ma cliente l'est. La prudence, si je sais quelque chose, je le dis, si je ne sais pas, je ne dis pas. Anne, j'adore les plaidoiries parce que j'aime trop rentrer dans la tête des avocats, la manière dont ils réfléchissent et tout. J'aime vraiment trop. Je vais peut-être moins réagir parce que je vais plus être dans la narration, mais ça va être un régal. Moi, j'aime beaucoup. On continue. Donc, Anne est celle qui savait, celle qui l'a couverte. C'est l'amie de Delphine. Qui l'a couverte quand elle la croyait partie avec son amant. La discrétion, c'est Anne, et c'est aussi Delphine. Et la discrétion, c'est aussi vous, mesdames, messieurs les jurés. Votre discrétion, je l'ai admirée pendant 3 semaines. Je vous ai vu pénétrer la charge qui est la vôtre. Vous êtes l'expression directe immédiate de la voix du peuple. Vous rendez la justice une grande responsabilité. Je suis convaincu que la cour d'assises est le dernier morceau d'une justice humaine. La dignité, pour moi, c'est la responsabilité de ne pas être dans l'outrance, de ne pas verser dans le coup de théâtre, de vous convaincre, mais pas de vous manipuler. J'ai l'impression que cette affaire a heurté la dignité de certaines robes dans et hors de cette salle. J'aime bien parce que c'est des moments, en fait, décisifs en soi. Parce que, le discours d'un avocat, ça peut complètement changer la donne dans la tête de certains jurés. C'est pour ça que c'est très important. Et c'est là qu'on voit le vrai travail de l'avocat. Hein. C'est à ce moment-là. En tout cas, c'est le moment un peu chaud et spectacle. Je comprends pas, on est sur les plaidoiries alors qu'hier, ils avaient pas fini avec Cédric. Ah si, ils ont fini les questions, il me semble. De toute façon, on n'a pas eu tellement de réponses avec Cédric. Hein. C'est Cédric, faut pas l'oublier. Allez, on continue. Je n'avais qu'une seule mission, protéger une parole pour vous permettre de l'entendre et de vous laisser faire le tri sereinement. Je n'ai pas cherché à extorquer des aveux à un accusé muré. Je ne pense pas que Cédric Jubilard est un homme pervers et froid. Je ne crois pas qu'il est l'horrible personnage qu'on a voulu vous caricaturer. Il m'a touché par son histoire. Il m'a peiné par son incapacité à vivre son propre procès. Oh, c'est tellement vrai. Et si certains d'entre vous partagent un peu mon avis, je vais vous mettre en garde. Tous les accusés sont des hommes avant d'être des criminels. Ce qui fait la justice, c'est de pouvoir regarder en face pour le juger. Anne, elle est la porte d'entrée de Delphine dans cette salle d'audience. C'est par sa parole que la disparue est arrivée dans cette salle d'audience. C'est beau. En plus, c'est exactement ce que je pensais des amis de Delphine, que c'était la voix pour celle qui n'en a pas, Delphine qui est absente de ce procès. Elle assiste au premier pas d'Elia. L'accusé lui demande de l'aide quand il a des soupçons sur l'adultère, car lui aussi le sait. Anne a l'élégance de ne pas se présenter comme la meilleure amie, par respect pour sa mémoire, pour ses enfants, pour vous. C'est la mère de famille qui a été harcelée, jetée à la vindicte du village. Elle a été menacée par les soi-disant copines de Delphine. Pourquoi ? Pour avoir parlé au juge. Elle a été menacée, insultée, et ça, elle le gardera en elle toujours. Aujourd'hui, on va essayer de nous faire croire que cette femme qui s'est vue infliger tout ça trouverait un malin plaisir à venir devant vous pour imposer une invention. Son invention, avoir croisé son amie à la sortie de l'école. Peut-on être raisonnable ? Quelques minutes. Elle n'est pas là pour accabler Cédric Jubilard, elle est là pour dire ce qu'elle sait. Quand on sait quelque chose, on le dit. Quand on ne sait pas, on ne le dit pas. Elle garde sa place. Et malgré tout ça, on va vous dire que ce qu'elle raconte n'est de toute façon pas cohérent. Car l'huissier a constaté que le trajet que prenait Delphine n'est pas le plus court. Parfois, on oublie juste l'essentiel. La vie. Je ne représente pas la société. Je ne représente pas la vengeance, ni la famille, ni les enfants maudits à jamais. Je suis une amie simple et discrète. Une amie et votre besoin qui a trouvé une réponse. Maître Rongier poursuit. Ok, donc là c'est Maître Rongier qui a la parole. Ah non, c'est la meilleure amie de Delphine.
C'est vrai, l'interrogatoire de Cédric n'est pas fini. Ah, mais peut-être que ce sera plus tard. De toute façon, Cédric Jubilard, je crois, il a un dernier mot à dire vendredi, si je dis pas n'importe quoi. Du coup, Maître Rongier. Amy, c'est l'ami qui ne s'est jamais résigné, qui a toujours cherché le corps de son ami, qui n'a jamais accepté de faire sans, qui l'a cherché partout dans les forêts, dans les bois, qui espérait la trouver vivante, puis blessée, puis morte. C'est horrible parce que c'est vraiment, je pense, les étapes par lesquelles elle en est passée. Elle espérait d'abord la trouver vivante, après elle espérait la trouver peut-être blessée, et au final elle espère juste la trouver même si elle est morte, quoi. C'est horrible. Durant ce procès, elle a encore espéré Amy quand on allait apprendre quelque chose, qui permettrait de retrouver Delphine. Comme rester insensible quand son amie qui est une maman n'est pas retrouvée, il n'y a pas lieu de recueillement. Elle veut simplement restaurer la dignité de Delphine, de celle qui a été effacée jusqu'au point de faire disparaître son corps. On ne sait jamais qu'il y avait besoin du corps de Delphine pour condamner celui-ci. Si cette affaire est devenue si médiatique, c'est qu'il y a eu une grande difficulté à condamner son corps. Mais pour nous, tout est là. Il n'y a pas de corps, mais il y a tout. Un féminicide n'est jamais un acte ponctuel, c'est toujours l'aboutissement d'un processus. Quand on n'a pas de cadavre, on regarde tout le reste. C'est d'abord la rencontre de deux personnes avec des profils qu'on retrouve dans tous les féminicides. Un homme sur lui, avec un besoin d'aide d'une femme. Une femme pas sûre d'elle. Un homme sûr de lui avec un besoin d'aide d'une femme et une femme pas sûre d'elle avec de l'empathie. Un ascendant. On a entendu sa famille, ses amis, qui tous ont senti la difficulté dans laquelle elle se mettait. Delphine, malgré ses périodes de lune de miel, et puis il y a l'isolement. Il l'a vidé de son énergie, de sa confiance en elle, de son estime. Et surtout quelque chose que l'on voit systématiquement dans les féminicides. Les violences au moment de la grossesse. Je repense à cette scène de violence qui intervient lorsqu'elle est enceinte de Louis. Il y a les violences sur les enfants. On parle aujourd'hui de violence intrafamiliale et c'est une sorte de violence permanente. Il y a cette humiliation imposée par cette maison, jamais terminée. Ce que j'ai décrit, qui est ressorti de cette audience, c'est une chape de plomb dans laquelle elle était Delphine et un jour, en 2020, elle a eu un sursaut de vie. Cette volonté d'en sortir, et Cédric le sait, elle surveille son téléphone, elle se bat, elle surveille son téléphone. Financièrement, elle essaye de couper les amarres, elle s'épuise, elle travaille de nuit, elle ne peut pas préparer son départ. Elle commence à s'en sortir, elle supprime la procuration, il la menace, il l'épie. Elle écrit à ses amis que ça va très mal et lui commence à se confier. À sa mère, à un de ses amis, le 15 décembre, elle change les codes de sa carte bancaire. La rupture se dessine, se profile, alors il passe à l'acte. À 22h08, il va commettre un crime de propriétaire, ce crime pour lequel on n'a pas de cadavre, on l'imagine très bien. Il se fait appeler le magicien. Il fait disparaître beaucoup de choses, le corps, le téléphone, son historique Google et peut-être des tâches. Mais ce crime est loin d'être parfait, c'est un crime brouillon, celui de cet artisan qui ne finit pas les détails, de cet homme qui ne fait qu'attention qu'à lui, qui ne sait pas si sa femme met des lentilles et comment elle gare sa voiture. On n'a pas la structure du sculpteur, mais le moule. On n'a pas le gâteau du pâtissier, mais la recette. Cette paternité du crime est même revendiquée par Cédric Jubilard. Il y a aussi le dénigrement de Delphine qui continue dans sa première audition. Il est déjà en train de la critiquer alors qu'elle a disparu. Dans cette affaire, il n'y a pas de corps, mais il y a tous les éléments du féminicide. Il va falloir du courage pour condamner quelqu'un sans corps. Mais ce courage, il va falloir que vous l'ayez, car au-delà de l'affaire Jubilard, il y a dans cette affaire un moment historique. Cette absence de corps n'est pas une preuve en moins, c'est une sauvagerie en plus. Delphine est morte, tuée par son mari. Son corps a été dissimulé par son époux meurtrier, alors qu'elle n'a même pas son nom, qui n'est même pas déposé sur une sépulture. Lui pense déposer le sien. Sa célébrité, il ne la doit qu'à son crime. Maître Vallat enchaîne. Vous avez vu, c'est super les plaidoiries, parce qu'ils reprennent un peu tous les éléments qui s'est passé pendant le procès. Moi, je trouve ça super intéressant. Sans parler de violences commises envers et contre son fils. Non, c'est trop. Ouais, tout à fait. Paternité du crime, c'est top. Vous croyez tous mieux que les autres. Non, on s'informe. On ne croit rien, on ne sait rien. Voilà, on s'informe. Quelle belle plaidoirie, ouais. Franchement, très belle plaidoirie de Maître Rongier. Donc on enchaîne. Maître Vallat. Je sais que le fait que je sois partie civile a beaucoup choqué. Si je le fais, c'est en tant que grand-mère. Je me sens coupable. Donc c'est l'avocate de la mère de Cédric. Si je le fais, c'est en tant que grand-mère. Je me sens coupable de ne pas avoir été proche de Delphine. Moi aussi, je veux la vérité, quelle qu'elle soit. Ce sont là les mots de Nadine Fabre. Elle est sur le banc des victimes, c'est à l'image de sa vie, qui n'a
qui n'a-t-on pas dit à son sujet, que n'a-t-on pas dit, pardon, à son sujet, mauvaise mère, mauvaise belle-mère, mauvaise grand-mère, mais elle est restée à sa place, debout. Pas une seule parole de cette audience ne lui a échappé. Elle ne s'est jamais dérobée. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Elle dormait dans la voiture avec son petit. Elle a dû demander de l'aide à l'assistante sociale. Elle a tenté d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle a fait dans une grande discrétion. Le 16 décembre, son fils exige qu'elle monte et elle s'exécute. Elle ordonne à Cédric d'évacuer les enfants. Elle les protège avec ses mots et ses moyens. Elle explique à Louis un conte terrifiant sur le départ dans la forêt de sa mère, des mots maladroits mais qui sont là pour combler un vide abyssal. Leur père ne leur a jamais parlé de cette tragédie. Je vais vous parler de la disparition de Delphine, cette jeune femme douce, réservée et aimante, ce petit chat. Celle qui est entrée dans sa vie et qui l'a faite grand-mère. Une seule chose est certaine, elle lui a laissé la plus belle raison de croire au matin, ses petits-enfants. Évidemment qu'elle a besoin de savoir comment sa belle-fille a disparu. Moi, je porte sa voix. C'est une mère défaillante qui a retrouvé la foi en la maternité, grâce à ses petits-enfants. Cette phrase entendue 3 semaines avant sur un parking, elle regrette de ne pas lui avoir donné plus de sens. Nadine est devenue un bloc de culpabilité. Nadine n'a rien à gagner dans ce procès contre son fils. Elle sortira d'ici avec un verdict, le vôtre, une vérité judiciaire, le point d'un départ d'une nouvelle vie pour elle, pour les petits. À vous de le juger. Ok. C'est au tour de Maître Pressec. Presque 5 ans que je suis aux côtés de Lolita. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais nous sommes nombreux dans cette salle. Lolita, il me semble que c'est sa cousine. Dans cette salle, alors je vais vous dire l'essentiel de ce que j'ai ressenti à cette audience. Lolita, c'est cette fille au foulard rose, la cousine de Delphine, qui ne s'est pas résignée, qui a eu cette rage de chercher de passer ses week-ends à chercher dans les bois pour chercher les traces de sa cousine disparue. Elle disait être à la fois pleine d'espoir et de terreur en la cherchant. Elle s'est arrêtée l'an dernier de chercher. Il y a un panneau en bas de la maison de Delphine. Justice et vérité pour Louis et Elia. Nous y sommes. Cet homme est-il là par hasard, par défaut? Cet homme qui a accusé d'avoir tué sa femme. Qu'avons-nous appris au cours de cette audience? Beaucoup de choses techniques. Nous avons été émus, nous avons cherché à comprendre, nous avons vu un défilé de personnes qui sont venues témoigner. On a vu beaucoup de gens cabossés et des gens qui, quand même, avaient fait ce qu'ils pouvaient, qui avaient construit des familles, qui avaient des vies honnêtes. Et on a vu cet homme qui traite sa femme de salope et qui est un mauvais père. Vous avez tous l'image de ce gamin qui est arrivé chez sa tante, qui, à la moindre bêtise, s'agenouille, comme un condamné à mort. On a un mauvais ouvrier, incapable de finir sa maison, mais ça ne fait pas de lui un criminel. Je dois vous avouer quelque chose. Au début, je n'y croyais pas trop à la culpabilité de Cédric Jubilard. Il me faisait pitié. Le costume de criminel semblait trop grand pour lui. Je lui trouvais un côté émouvant, et puis le dossier s'est construit. Au fil des investigations, je me suis rendu compte qu'on pouvait reconnaître que cet homme avait une vie cabossée. Mais ce qui a fait basculer mon sentiment, c'est d'abord la nature de toutes les personnes qui, le lendemain même de la disparition, et dans les mois qui ont suivi, alors qu'il est accusé de rien, se sont demandé « et si c'est lui qui avait fait ça ?» Nous sommes tous ici à la recherche de vérité et de justice. La vérité passe par l'enquête. En tant qu'avocat, j'ai été choqué par la position de Cédric Jubilard de jeter l'opprobre sur une enquête qu'il qualifie de malhonnête. Des enquêtes bâclées, j'en ai vu, mais ici, il y a des moyens techniques et humains inédits. Nous ne sommes pas sur une enquête malhonnête. Delphine n'est pas sortie de chez elle vivante ce soir-là. Toutes les investigations étaient inutiles, on aurait pu s'en passer. Mais les gendarmes ont posé les choses. Je n'ai jamais vu une enquête criminelle complète. C'est une jungle. Mais à un moment donné, on se dit qu'on a trouvé un faisceau d'indices suffisant pour renvoyer un homme devant une cour d'assises. Il y avait assez de choses. J'ai été convaincu de la culpabilité de Cédric Jubilard le jour où j'ai assisté à la reconstitution. Mentir devant le juge d'instruction, c'était facile, mais face à la réalité, ça ne collait pas. On a reconstitué cette voiture qui a changé de sens. Vous avez entendu ce voisin qui n'a jamais varié à ce sujet. Il dit être sûr car il dit avoir vu les sièges auto à la reconstitution, on ne voit que ça. Les lunettes, ce dont vous pouvez être certain, c'est qu'elle les portait. Son fils lui-même le dit. Ses amis le disent. Quand on reconstitue le mensonge de Cédric Jubilard, on ne peut pas les porter, la branche ne tient plus. Les cris, on les reconstitue, c'était glaçant. La buée, l'expert a été charcuté, il n'a pas varié. Tout ça, c'est le faisceau d'indices qui démontre que cet homme est coupable du meurtre de sa femme. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent et c'est le puzzle de la vérité. Enquête bâclée pour un accusé bancal. En plus, il est détestable, ses propos, je suis magicien, envie de vomir. On continue les amis. Maître Batik.
Plus ça va et plus je me dis que l'état de décomposition du corps sera si avancé que les chances de la retrouver se réduisent un peu, peu à peu au néant. Je pense que c'est pour ça que même ses proches ont arrêté de la chercher. Hein. Ça y est, là, il n'y a plus rien à chercher, je pense, malheureusement. Maître Batik, Mourad Batik est à la barre. Delphine est morte. Nous lui devons la vérité. Il n'y aura pas de gagnant, pas de perdant. Delphine est morte. La seule chose qui doit triompher ici, c'est la vérité judiciaire. Cédric n'est pas un monstre, c'est un homme banal. GG, Maître Batik. Il peut parfois être sympathique. Une scène m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu sourire vers les parties civiles à s'en décrocher la mâchoire. J'ai failli bondir en pensant que c'était une provocation. En fait, non. Il regardait sa sœur. C'est aussi ça, Cédric Jubilard. Quand il disait qu'il aimait Delphine, je le crois sincère. Delphine aussi a aimé Cédric, sincèrement. Pour Delphine, c'est son premier amour, pour lui aussi probablement. Et ils ont tout construit ensemble. De beaux enfants, une maison. Évidemment qu'elle gardera une place dans son cœur. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir le rôle de chacun. Mon rôle d'avocat de partie civile est simple et sacré. Je dois porter la voix de ceux qui n'en ont pas ou plus. Je dois déposer pour mes clients, mais aussi pour celle qui n'est pas là, qui n'a plus de voix. Delphine. J'aime trop cette expression, donner la voix à ceux qui n'en ont pas. Le mensonge a englouti Delphine et j'espère qu'on fera en sorte ensemble de faire ressortir la vérité. Ma cliente, Elisabeth, n'est pas la maman de Delphine, mais a un lien fort. C'était noué entre eux. Des messages quotidiens, et c'est ça la relation qu'elle avait avec Delphine. Et Didier qui vous répond affirmatif. Ce tonton est moins dans l'émotion. Il veut en découdre avec Cédric. On peut le comprendre. Chacun réagit comme il peut. Et les cousins, qui étaient en première ligne après la disparition de Delphine, qui ont eu le réflexe d'enregistrer Cédric, car ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Ils ne sont pas responsables, ils ne doivent pas être rongés par la culpabilité. On parle de vérité, de mensonge dans quelques jours, vous devrez décider s'il est coupable ou innocent. Moi, j'ai beaucoup réfléchi, et Cédric Jubilard est un menteur, mais comment vous en convaincre ? À mon sens, deux théories s'opposent. Soit il s'est passé quelque chose dans la maison entre Cédric et Delphine, soit il ne s'est rien passé entre eux. Dans le cas des féminicides, vous pouvez convoquer le rôdeur, l'enlèvement, mais la réalité est banale. En France, dans les cas de féminicide, l'endroit le plus dangereux est la cuisine, le salon et la chambre à coucher. Cédric veut vous traîner de force en dehors de chez lui. Il vous montre l'amant, il vous montre sa femme. Puis si ça ne marche pas, le rôdeur. Pour qu'il y ait rôdeur, il faut que Delphine sorte. Pour qu'elle sorte, on vous parle de chiens. On vous dit que Delphine adore sortir les chiens dans la nuit, dans le noir, sans lunettes, en pyjama. Elle adore ça. 30 personnes affirment que Delphine n'a jamais sorti les chiens. Et vous avez pensé à l'abandon familial, et si elle était partie? Mais sans voiture, sans carte bancaire, ça ne fonctionne pas des masses. Ça ne fonctionne pas, sauf si elle est radicalisée. C'est sûr, elle est partie se faire exploser en Syrie. Alors on vous dit qu'elle prie sur le canapé, les mains vers le ciel. Ça pourrait être drôle si l'issue n'était pas dramatique. Oh, t'inquiète pas qu'on a bien rigolé, nous. Même si l'issue est franchement dramatique, mais cette théorie folle, elle nous a bien fait rire. Hein. La théorie de Cédric est simple. Pas de scène de crime chez moi. Chez moi, il ne se passe rien. On dort. C'est le calme absolu. Allez voir à l'extérieur. Il faut absolument qu'on sorte de chez lui, car il se passe des choses chez lui. On a une scène de crime, donc un criminel. Peut-on faire autrement sans les aveux de Cédric Jubilard? Il n'y a pas de caméra, encore que je crois que la scène a été filmée, et on a plein de caméras qui nous disent plein de choses. On a dans cette maison qui vit, qui bouge, qui rugit et qui gémit, on a une première caméra. Louis, qui entend papa et maman se disputer entre le sapin et le canapé. Ce n'est pas une méprise, pas un mensonge, c'est un angle de vue, c'est le début de la scène. Deuxième caméra, les lunettes qui ont subi la violence de ce soir-là. La branche a été retrouvée entre le canapé et le mur, et le reste de la monture est fracassé à 83 joules, la force d'un coup de poing. C'est peut-être un hasard, mais peut-être aussi que ça nous dit ce qu'il s'est passé ce soir-là. C'est ça la deuxième caméra. La scène devient une séquence. Et puis on a les chiens qui aboient, qui sentent une tension, un désordre. On sait que cette scène se poursuit à l'extérieur. Ça, c'est la troisième caméra. Quatrième caméra, les voisins qui entendent une femme qui cherche à reprendre son souffle. On se souvient de Jennifer qui dit que Cédric l'a étranglée. Cinquième caméra, ce voisin qui voit la lumière allumée dans la cuisine à 23h30 alors que tout le monde est censé dormir. Sixième caméra, la machine à laver. La maison est un taudis. Pourquoi Cédric Jubilard voudrait ranger 4 chaussettes dans ce capharnaüm? Il a réussi à me faire rire. Et il y a les lunettes n'ont pas été cassées avant le crime. Non, du coup, puisque elle les portait quand elle regardait la télé avec son fils le soir.
Les chiens ont tout senti, j'en suis sûre, j'en ai des frissons. Les chiens sentent tout, les animaux sentent tout de toute façon. Du coup, il y a la caméra 7 et 8, la voiture, cette buée et cette voiture qui a bougé. On le sait, elle a bougé. La dernière caméra, c'est le téléphone de Delphine qui active le relais de la maison jusqu'à 5h48. Pourquoi le téléphone est-il aux alentours de la maison si ce n'est pas Cédric? Un rôdeur ou n'importe qui aurait poussé la perversion à rôder autour de la maison de Delphine. Ou alors on imagine tout simplement que Cédric a gardé le téléphone de Delphine. Cette maison, elle ne dort pas, comme veut nous le dire Cédric. Cette maison, elle témoigne. Cédric Jubilard est un menteur, tout le monde le constate. Il ment et il ment bien. Pas si bien que ça. Il teste ses versions, il ment en arborescence et il fait des phrases courtes pour ne pas prendre de risques. À chaque fois qu'il va plus loin, il se perd les pieds dans le tapis. Mais lui va dire que tout le monde ment, il ne recule devant rien. L'autre théorie, c'est que c'est lui le menteur. Il dit qu'il ne connaît pas les habitudes de Delphine. C'est comme s'il ne la connaissait pas, mais depuis 14 ans. Il ne sait pas si elle se douche, si elle met ses lunettes. Mais il connaît par cœur ses habitudes avec les chiens. Et quand on lui demande ce que ça lui fait de voir sa femme en lingerie pour un autre, il dit que ça ne lui fait rien de plus. Évidemment, si ça crée un volcan en lui, ça ne va pas arranger ses affaires. Et quand on lui demande pourquoi il ne crie pas son innocence, il dit « Je vais pas faire du bruit dans le micro ». C'est une réponse. La vérité, c'est qu'il ne peut pas hurler son innocence, car il n'a pas le script de l'innocence, car il ne l'est pas. C'est une femme trophée. Quel homme ne serait pas heureux d'avoir à son bras Delphine? Cédric peut-être encore plus que les autres. Cédric aussi avait tiré le gros lot. Il aura peut-être une autre femme, mais jamais une de la qualité de Delphine, et il le sait. C'est un naufragé, et Delphine, c'est sa bouée. Un naufragé ne lâche jamais sa bouée. Mesdames et messieurs les jurés, vous ne pouvez pas réparer, mais vous pouvez rétablir. Faites en sorte que la vérité ne soit pas transformée en mensonge. Vous en êtes les derniers remparts. Le nouveau détective, il réacte. Quelle plaidoirie de Maître Batik sur les bancs de la presse. Une de mes voisines n'a pas pu retenir ses larmes. Ok. Ouais, incroyable, putain, ça a fait pleurer des gens sur le banc de la presse. J'espère qu'on va la retrouver. Franchement, j'ai zéro espoir qu'on la retrouve, vraiment. Bravo, Maître Batik. Oh là là, la masterclass. Franchement, pas mal. Pas mal. Franchement, là, les avocats des parties civiles, moi, j'adore leurs plaidoiries, vraiment. Vraiment incroyable. Mais même les plaidoiries des avocats de la défense, je les trouve aussi très intéressantes. De voir comment ils articulent leurs pensées pour défendre leurs clients. Il est trop fort, Mourad. Je suis amoureuse. Tranquille, les amis, tranquille. Mourad, tu es le sang. Mourad, c'est le sang. Pourquoi Pipa? Mais je pense pas qu'on va la retrouver parce qu'en fait, on va pas la retrouver vivante. J'ai zéro espoir, vraiment. Et la retrouver morte, comment la retrouver alors qu'ils ont tout fait, ils ont cherché partout. Des experts, des spéléologues, ils l'ont jamais retrouvée. Alors que là, elle doit être dans un état de décomposition. Enfin, pardon de l'expression, mais il y a plus rien. Il y a plus rien. Donc non, je pense pas qu'on va la retrouver. Magnifique Pipa, je suis dans la salle d'audience. Ah bon, ça, tant mieux si ma narration vous plaît. J'essaie de vous mettre dans le thème. On l'adore, Batik, de la poésie. Franchement, il est très très fort. Ah non, ça a bugué, j'ai eu peur. Non, s'il vous plaît. Je sens que je vais détester la plaidoirie des avocats de Cédric. Moi j'aime beaucoup quand les avocats plaident. Mais oui, ça dépend ce qu'ils vont dire. Allez, on continue. Du coup, reprise avec Maître Nakache qui est à la barre. Aujourd'hui, vous devez rendre la justice. Mais pour cela, la première chose que je vous demanderai, c'est d'oublier tout ce que vous avez pu entendre en dehors des murs de ce palais de justice. Oubliez ce que pensent les journalistes, ce que pensent vos collègues, vos amis. Pipa Reddington, je rigole, elle n'a pas dit ça. Il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui va savoir, qui va vous parler de cette affaire, comme Pipa Reddington. Non, c'est pas. Depuis bientôt 5 ans, vous avez tout entendu. On vous a tout dit sur cette affaire, sur la teneur de ce dossier. Pour moi, on vous a même formaté. Pour moi, on vous a... vous n'avez eu de cesse d'entendre les avocats de la défense répéter à chaque interview que ce dossier est vide, tellement vide que nous en sommes à la 4e semaine de ce procès. Ce dossier est un travail que je n'ai jamais vu. Il est rare de voir un tel travail, ça m'a impressionné. Il va falloir en tenir compte. Dans ce dossier, on est allé tellement loin et la défense est allée tellement loin. On est allé jusqu'à salir. Chaque acteur de ce dossier a fait l'objet d'une petite crasse. Les gendarmes tout d'abord. C'est la première fois que je vois des gendarmes à ce point maltraités.
puis ça a été le procureur. Je ne pense pas que la justice est à ce point, sournoise. Les moyens qui ont été mis en œuvre démontrent aujourd'hui qu'on ne s'est pas trompé. Il va falloir se mettre à la place de mes clients. Les frères et la sœur de Delphine, des gens dont la dignité est la seule boussole dans ce dossier. Aujourd'hui, je voudrais penser à Delphine, une femme de 33 ans, les yeux pétillants, une beauté, une femme qui se levait tous les matins, ou plutôt tous les soirs, pour soigner les autres. Son sourire apaisait les malades, les peurs de ses patients et dont les mains guérissaient certaines blessures. Elle était une mère, un rayon de soleil. Aujourd'hui, alors que ce procès approche de sa phase définitive, il convient de sceller la justice pour Delphine. Delphine méritait une vie de rêve, un mariage dans la cathédrale d'Albi, peut-être un nouvel enfant. Elle a été piégée à la fin d'un mariage toxique. Ce dossier, ce sont les larmes figées de Delphine et les preuves irréfutables d'un féminicide. Elle a donné son cœur à Cédric et de cette union va naître 2 enfants. Mais ce cœur a été brisé. Delphine, c'est la mère de Louis et Elia. Ils étaient sa raison de vivre. Elle assumait tout, le ménage, les finances. Et cette maison inachevée, symbole de ses promesses brisées dans lesquelles elle dormait sur le canapé en essayant d'éviter les avances forcées d'un époux. Cédric est passé de la jalousie à l'oppression, une sorte de chasse à la femme à l'occasion de laquelle Cédric était le chasseur. Cédric n'accepte pas son divorce. Il se transforme en surveillant, pathétique, paranoïaque. Il reconnaît du bout des lèvres une colère. Je ne pense pas que l'emprise dont elle a fait l'objet ne puisse être considérée comme de l'amour. Finalement, cette strangulation psychologique n'a été qu'un prélude à la strangulation physique. Les choses vont crescendo en octobre, il apprend l'existence de cet amant. En décembre, des vérifications bancaires, la voiture, le body retrouvé dans les affaires d'Elia. On pense que Delphine est persécutée par de tels comportements. L'obsession de Cédric culmine. Il était sûr à 200% qu'elle avait un amant. Lors de cette nuit tragique, l'ensemble des éléments du dossier démontre l'existence d'un huis clos dans le cadre duquel elle va disparaître. Je pense que Delphine n'est jamais sortie de son domicile. On ne peut pas parler de sortie pour aller voir les étoiles. Son téléphone démontre que celle-ci n'a pas bougé. Cédric la surprend et il la grille. Les voisins entendent les cris, les enfants, les violences, les éléments matériels parlent aussi. Les lunettes retrouvées en 2 parties vont démontrer la scène, qu'à un moment donné, il y a eu violence. Ces éléments à l'intérieur de la maison vont être corroborés par ce que l'on trouve dehors. La voiture du couple a été utilisée, c'est une certitude. Et Cédric a utilisé son véhicule. Il le garde dans le sens dont il a l'habitude. Il ouvre la fenêtre pour fumer, comme d'habitude. Contrairement à ce qu'il est dit, Cédric n'a pas commis le crime parfait. Il oublie, se trompe, fait des erreurs. Et ces menaces qu'il va proférer sont révélatrices d'une chose, c'est que les mots tuent. Ces mots résonnent comme un cri d'alarme. Dans ce dossier, nous avons une mère qui n'accepte pas d'avoir un fils meurtrier. Alors, elle va le dire. Je n'ai jamais entendu une mère dire, quand elle va se trouver dans une telle situation, la vérité. Je n'ai jamais vu une mère qui ne ment pas pour son fils. C'est là qu'on se rend compte de la force de cette femme. Elle ne se sent pas la force de laisser son fils être un meurtrier. Et ces menaces vont être réitérées. On va la salir et on va continuer à salir. Comme Jennifer Cahuzac. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle va simplement expliquer ce que lui a dit son amoureux du moment. Malgré tout, Cédric a bien appris sa leçon. Il va chanter à tout le monde la même chanson. Et quand on arrive au moment de s'expliquer, il ne sait plus, il tâtonne. Tout le monde ment. On se demande pourquoi, le 24 décembre, il va mentir aux gendarmes, il va expliquer qu'il ne surveillait pas sa femme et qu'il ne connaissait pas son amant. Quand on est innocent, monsieur Jubilard, on répond, on réfléchit, on fait preuve d'une grande transparence. Et quand on ne sait pas, on se tait. Aujourd'hui, je pense que Delphine mérite que son absence hurle la justice. Cette justice pour Delphine, c'est comme un cri du cœur de ses frères et sœurs. Je ne comprends pas votre position et votre défense. Il aurait pu s'expliquer et reconnaître les faits. Il a préféré le silence. Il avait tous les ingrédients pour nous expliquer le crime passion. Il avait tout vécu, surtout la douleur d'un homme qui souffre de voir sa femme partir avec un autre homme. Je peux comprendre qu'on ait du mal. Je peux même comprendre qu'on ait tué sa femme. Calmos. Il n'avait pas les bagages et n'était pas préparé. Il avait une enfance cabossée, douloureuse. Vous savez, Cédric, il vous reste encore un peu de temps. À la fin de cette audience, vous aurez la parole en dernier. Cette parole peut être l'occasion de vous libérer de ce poids. Ce procès n'est pas un jeu, c'est l'examen impitoyable d'un féminicide à huis clos. Il n'existe pas de doute raisonnable. Cédric Jubilard est l'auteur du meurtre de Delphine. Je plaide pour une reconnaissance des faits pour les frères et la sœur de Delphine et aussi pour Louis et Elia. Je vous demande donc de condamner pour Delphine, pour que Delphine repose enfin en paix. Oui, c'est vendredi le verdict.
Même son fils ment, à ce qui paraît. Tout le monde ment sauf lui. Maître de Cône va plaider. On enchaîne, les amis. La mort, on peut vivre avec. Elle fait partie de la vie, de la condition humaine. Le clan Osagel a une certaine expérience de la mort. Le décès des parents, elle les a familiarisés avec la mort. Quand il y a des morts, il y a des tombes. On peut se réunir au bord des tombes. On peut parler d'amour autour des tombes. On peut échanger, parfois dialoguer avec les morts. Mais l'absence, c'est encore quelque chose de différent. La Fontaine disait c'est le plus grand des maux. C'est une douleur continue qui se nourrit d'elle-même, une plaie vive sur laquelle l'acide se déverse. L'absence de cette douleur particulière qui ne finit pas. C'est une douleur cancéreuse, sans anesthésie, sans morphine, sans soins palliatifs. Il faut vivre avec. Mais l'absence de Delphine ne signifie pas la survie de Delphine. C'est une mort sans les attributs de la mort, mais c'est une mort évidente. Et c'est la mort d'une personne hors du commun. Il ne s'agit pas de faire de Delphine une sainte. Je me démarquerai un peu de Maître Batik, qui l'a qualifié de gros lot. Moi, je dis que c'était un ange, une personne entièrement tournée vers l'autre. C'était la pudeur, c'était l'engagement altruiste. Elle vivait pour les autres. Ce n'est pas seulement un discours funéraire, il s'agit d'une réalité palpable. Des amis se sont constitués partie civile, ce qui est rare. Elle marquait son affection, de son affection tous ceux qui l'ont côtoyé. Pourquoi a-t-il fallu que cet ange rencontre une personnalité comme Cédric Jubilard? C'est l'exacte antithèse. Il est obscur, demi-sel, pas très moral, un peu magouilleur, joueur, drogué et fumeur. Il est intoxiqué par les jeux, la pornographie, et surtout, il est indifférent à tout ce qui n'est pas son plaisir. C'est exactement le contraire de Delphine. Mais le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Elle l'a aimé, c'était son premier amour. Avec l'engagement de cette personne droite et entière, sans zone d'ombre dans la clarté de sa bienveillance, elle a empêché de devenir un voyou. Lui n'en a tenu aucune reconnaissance, il a toujours laissé s'occuper de tout. L'intendance, les enfants, le travail, mais au bout du temps, elle s'est quand même dit au fond d'elle-même « Mais qu'est-ce que je fais avec cet homme ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre homme à connaître que de rester dans cet enfer, dans cette impasse conjugale, cette tristesse conjugale, cette soumission conjugale ?» Ce terme soumission ne plaît pas à M. Jubilard qui dit elle pouvait sortir le soir, mais quand ils étaient ensemble, elle n'existait plus. Et c'est comme ça qu'il l'aimait. Il l'aimait inexistante. Elle s'éteignait car elle avait honte. Elle ne pouvait pas estimer Cédric Jubilard bien longtemps. Alors, elle a pris l'initiative. Elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Elle a eu cette rencontre presque inespérée avec ce monsieur, Donagent, qui allait devenir un personnage important dans ce dossier. Et là, tout démontre que cet ange qui s'est éteint était en train de revenir à la vie. Elle était euphorique, elle était sur le point de s'envoler. La chrysalide allait devenir le papillon qu'elle était dans sa jeunesse et sa beauté était intacte. Comme sur la dernière photo qu'elle a prise pour Donagent, c'est la photo du bonheur mais aussi du malheur. Il était évident que Cédric Jubilard a vu cette photo. On aurait pu imaginer que Cédric Jubilard respecterait cette beauté, même après l'avoir détruite, même après l'avoir fait disparaître, mais malheureusement il a adopté le comportement qui consiste à dégrader Delphine, à la salir. Il lui a porté des blessures directes. C'était une femme légère qui courait les hommes. C'était une mauvaise mère, elle était rejetante envers sa fille. Elle était colérique. Elle a très vite lâché le couffin. Je compensais. Comment peut-on dénigrer à ce point Delphine ? Comment peut-on lui porter des blessures supplémentaires en lui disant « Votre nouvel amour » en même temps qu'on l'accuse d'être le meurtrier. Ce nouvel amour ne vous aimait pas tant que ça. Et lui aussi était inscrit sur un site de rencontre et avait même un 3e numéro. À quoi bon cela ? Quelle cruauté, on veut faire mal à Delphine au-delà de sa mort. C'est un coup posthume, mais tout cela tourne autour de du narcissisme jubilarien. Quand il a eu l'envie, je suis le plus grand cocu de France, que peut-on tirer de ce statut autoproclamé, peu enviable et extravagant ? Que Delphine était la plus grande adultère de France. Après une abolition mentale est venue la destruction physique. Cette femme était sa propriété et il a fallu se résoudre au fait qu'elle était en train de se révolter. Et se révoltant, elle devenait une femme, ce qui était insupportable pour lui. Cette abolition n'est pas incompatible avec la jalousie. Il n'est pas impossible qu'il ait senti échapper sa propriété, mais qu'il n'ait pas pu supporter qu'elle lui soit infidèle. La jalousie est multiforme, complexe, insinuante, elle se mélange avec d'autres sentiments, elle envahit, elle dépasse, car ça blesse le narcissisme. Son propre abandon affectif ne le privait du sentiment de jalousie qui pouvait susciter chez lui une réaction violente. Là se tient le mécanisme de son passage à l'acte.
La famille de Delphine a suivi l'enquête, l'instruction et le procès avec constance, dignité et respect. Ils sont là depuis le début. Ils ont suivi toutes les audiences de la chambre, de l'instruction. Ils ont assisté à ce théâtre judiciaire. Cédric Jubilard demandant sa remise en liberté en profitant à chaque fois pour s'indigner, pour lancer ce fameux « un crime sans corps, sans scène et sans aveu ». Monsieur Jubilard, à ce procès, est quasiment absent. C'est une absence de plus. Quand on s'adresse à lui, on a l'impression d'un mur. Les questions rebondissent. Quand on prend un sujet, il glisse, il échappe, alors que ses conseils étaient extrêmement présents dans l'attaque. Il y a donc une stratégie là-dedans. Alors qu'il y avait beaucoup de questions à poser, ses défenseurs n'en ont posé aucune. Il joue au poker. Il sait jouer ses cartes. Ses avocats ont répondu à ses demandes. Le procureur, péché originel à chaque expert, il y avait un autre expert, Maître Franck. Ça donne l'impression qu'on en fait un petit peu trop. Et à chaque fois sur des sujets particuliers qui n'enlèvent pas la vision d'ensemble. On a vu aussi que M. Jubilard et ses avocats victimisaient à l'égard d'un complot de la gendarmerie. C'était un filigrane, c'est une théorie séduisante dans une France fragile. On n'hésite pas à faire des coups de théâtre qui sont modérés pour des explications simples. Tout ceci, c'est la stratégie, le théâtre et fait un certain mal aux victimes, mais elles comprennent que c'est le jeu judiciaire. Mais où ça dépasse encore les bords, ce sont les accusations insensées envers les personnes comme Madame Maillot et Donna Jean Maquet. C'est effroyable, mais qu'est-ce qui aurait pu conduire Monsieur Maquet à enlever Delphine et pour en faire quoi? Elle n'aurait pas disparu. Quel intérêt pour lui de l'enlever? Aucun. Alors on a utilisé des subterfuges cruels. A-t-on le droit, pour se défendre, d'accomplir des actes de cruauté comme celle-ci? Je ne le crois pas. Ce qui reste de ce procès, c'est un Jubilard cynique et désinvolte. Ce ton enjoué qui est la formulation verbale de l'esquive à tel point qu'on se demande si on n'ennuyait pas Monsieur Jubilard en lui posant des questions. C'est pas faux. Je me suis posé la question. Il est un homme capable de faire ce qu'on lui reproche. Il n'a pas d'affect. Seul le plaisir compte avant tout. Il est impulsif quand il a une frustration, quand on lui résiste. Et il reprend le contrôle quand ce danger est écarté. Quelqu'un qui lui tient tête, qui lui résiste physiquement, quelqu'un qui lui dit « je m'en vais, j'en aime un autre », c'est insupportable pour lui. Mais si cette personne est ramenée à la situation d'un être inerte, là il reprend le contrôle et il agit de façon rationnelle. Il est donc l'homme à le faire. Il a dit qu'il allait le faire. Ça, c'est exceptionnel. Là, il dit qu'on va commettre un crime. Quand on va commettre un crime, on ne l'annonce pas. C'est le thème du film basique Instinct. C'est Monsieur Jubilard, ça ne marche pas. C'est instinctif. Ensuite, il se comporte comme quelqu'un qui l'a fait. Il ne pleure pas, il pleurniche. Mais il pleurniche sur lui. Il cherche pas vraiment, il n'a pas d'inquiétude palpable. Il n'a mené aucune réflexion presque 5 ans plus tard. Tout ce qu'on voit de lui est biaisé par un sentiment d'impunité. Il croit à son impunité car on n'a pas le corps. Il pense que l'absence du corps est l'équivalent d'une cape d'immunité. Et là, pour nous, il a un avantage. Il est persuadé qu'on ne retrouvera pas Delphine et que cet atout sera décisif. Les journalistes qu'il a rencontrés ont dû le confronter là-dedans. Pas d'aveu. Mais ça, qu'il en fasse ou pas, vu ses contradictions, nous n'en avons pas besoin. Mais l'intérêt aussi de la situation, c'est une autre carte à jouer. Comment on ne connaît pas les circonstances des crimes? On connaît l'horreur que le crime a pu représenter. Et ça recule d'autant plus la possibilité pour lui de dire ce qu'il s'est passé. Ce qui s'est passé peut être épouvantable, mais nous ne le saurons pas. Les cris, les lunettes, la torche qu'elle aurait oubliée, la voiture, les chiens qui ne gémissent pas alors qu'ils ont perdu leur maîtresse. Le chien policier, il tient l'opérateur de la gendarmerie presque témoin de son divorce. Tout ceci est presque risible. Un prix Nobel de la littérature. La violence ne vit pas seule, elle est étroitement liée au mensonge. Toute personne qui a choisi la violence comme moyen doit choisir le mensonge comme règle. Monsieur Jubilard est un homme totalitaire, c'est un dictateur. Il ne partage pas grand-chose. Soit on lui est soumis, soit on lui est opposé ou méprisé par lui. Et ce dictateur est lui-même soumis à un tyran, son plaisir. Seul son plaisir compte. Tout le reste est littérature. Quand Louis ne fait pas ce qu'il lui impose, il le punit sévèrement. Quand Jennifer refuse de lui apporter sa dose, il la rejette. Seul son plaisir compte. Alors Delphine, qui repose en terre ignorée, nous voudrions lui apporter quelques fleurs. Les morts attendent de nous que nous accomplissions notre devoir. Ici, tout est malheur. La décision que vous rendrez ne sera pas un bonheur pour qui que ce soit, mais vous allez faire votre devoir face à Delphine. L'audience est terminée pour aujourd'hui.
À demain. Incroyable plaidoirie aussi. Du coup, on n'a pas la fin des questions-réponses de Cédric. Il me semble qu'on avait fini, mais peut-être que vous avez raison, peut-être qu'il y a encore... Mais c'est pas grave, de toute façon, il y a encore le temps avant vendredi. Demain, il me semble que c'est les réquisitions. Et je crois que Dona-Jean s'est aussi porté partie civile, mais on l'a pas forcément entendu. Peut-être qu'il va pas être entendu, je sais pas. Pourquoi les chiens ont crié dans la nuit? Bizarre. Les chiens ressentent les choses. On a réussi à finir avant... Ah non, j'allais dire avant 23h. Non, il est plus de 23h. Les plaidoiries étaient magnifiques. Franchement, j'aime beaucoup les plaidoiries. Des parties civiles, forcément, ça va un peu dans le sens de la culpabilité de Cédric. Donc, on s'y retrouve beaucoup dans la réflexion. Pipa, t'as loupé une saison. Désolée, j'ai pas voulu trop react. Comme j'étais dans la narration, qu'est-ce que j'ai loupé? Moi, j'ai hâte quand même d'écouter les plaidoiries des avocats de la défense.